Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Rémi Camus, aventurier, explorateur, dévoreur d'espace. Il y a plein de qualificatifs, Rémi, pour parler de toi. Il y a plein de choses, effectivement. Après, sur l'environnement, l'écologie, le dépassement de soi, la partie scientifique, c'est assez large. C'est du 360 degrés. Voilà. Maintenant, ça n'a pas été le cas au début, mais maintenant, c'est beaucoup plus chargé. On développe plus les choses. Alors, on se retrouve ici au Micro d'Or à Chamonix parce que un documentaire sur toi a été fait à l'occasion d'un événement. C'est un ça. raid que tu as réalisé, je vais te laisser le présenter. Voilà, au mois de juin. juin. C'est ça, au mois de juin. En fait, j'ai fait ma 4e expédition exploration scientifique au mois de juin, qui était Calvi-Monaco, donc de faire la traversée entre Calvi, l'île de Beauté et Monaco, 180 km à vol d'oiseau, à la nage, en totale autonomie. Et dans la logique, c'était sans assistance. Je dis bien dans la logique parce que ça a été presque sans assistance, parce que pour pouvoir faire la traversée de la Méditerranée, tu ne peux pas la faire seul, comme ça. Tu es obligé de remplir des documents et tu dois avoir une assistance bateau. Et heureusement qu'il était là, sinon je ne pense pas, Étienne, que je serais devant toi avec un micro en train de te parler. J'aurais été grillé par les éclairs des 2 orages que j'ai pu essuyer en pleine mer Méditerranée, parce que bizarrement, le mont Everest, c'est toi quand tu es en mer Méditerranée. Donc voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer Alexis Delcourt, journaliste pour France Télévisions. Il m'a dit: Rémi, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais me faire un reportage. Donc il est venu pour l'émission Tout le sport. Et donc le reportage a été présélectionné pour les Micros d'Or. Et ce soir, on aura la réponse. Alors, quand on se lance un défi, même lorsqu'on est prêt à relever tous les défis et qu'on, dans la tête comme dans le corps, on va aller plus loin, pourquoi Calvi-Monaco ? Qu'est-ce qui pousse à ce genre de raid et de défi ? Faut revenir, j'allais dire, à la genèse, Ouais. mais du début. Tous mes défis ont une ligne, un fil conducteur, si tu veux. La première a été la traversée de l'Australie en courant en 2011. Et j'ai découvert ce que c'était le manque d'eau. Et j'ai bu mon urine dans le désert au bout de 4 jours sans boire. De Darwin à De Melbourne-Darwin, sud-nord. Ouais. Et le but, c'était de rencontrer des aborigènes et de comprendre leur mode de vie. À la suite de ça, j'ai décidé de faire l'opposé, l'abondance de l'eau, et d'aller voir comment pouvaient vivre des populations au bord d'un fleuve. Donc j'ai descendu le fleuve Mekong du Tibet jusqu'au Vietnam. Et on se rend compte que le Mekong est un fleuve très problématique pour plein de raisons. Et la population déverse continuellement leurs déchets parce qu'ils n'ont pas des infrastructures adaptées, etc., etc. Et quand on est très encaissé dans des gorges ou à flanc de montagne, eh bien, je vois mal des gens, même ici, je vois mal des gens faire 3 heures, 4 heures de moto-mobilette pour emmener ces déchets dans un centre de tri. On ne va pas consommer du carburant parce qu'à un moment donné, ça reste qu'un aspect financier. Donc les gens déversent leurs déchets dans le Mekong, et vu qu'il y a plus de 70 millions de personnes qui bordent le fleuve, t'imagines bien la quantité de merde qui arrive en bas. Tout ça, ça se déverse dans la mer de Chine. J'ai voulu voir si la population française était alerte de toutes ces problématiques et des déchets qui sont générés à l'autre bout de la planète. Est-ce qu'ils peuvent nous affecter ici, chez nous, sur nos côtes françaises ? Donc en 2018, j'ai fait le Tour de France à la nage. Je suis parti de Dunkerque et j'ai nagé jusqu'à Monaco en longeant les côtes françaises. Et en passant par la Méditerranée, eh bien, on se rend compte que la Méditerranée est une véritable poubelle. À la surface, ça a l'air très joli, mais le fond de la Méditerranée est tapissé de toutes sortes de déchets. Je ne savais pas que les poissons avaient besoin de micro-ondes ni de machines à laver pour pouvoir laver leur linge et puis faire cuire les aliments. Donc il y a pas mal de déchets dans le fond de la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de Calvi-Monaco. Calvi, l'île de beauté. Monaco, un lieu qui est plutôt enclin à essayer de sensibiliser sur les mers et les océans. Et on passe une zone qui est très intéressante, qui est le sanctuaire Pélagos, qui est une zone marine protégée, enfin, qui est censée être protégée. Oui. Voilà, et donc je voulais montrer la beauté des choses entre Calvi et Monaco, mais également la fragilité de la mer Méditerranée, et qu'il est vraiment grand temps qu'on prenne conscience que les mers et les océans sont les poumons de la Terre et qu'on doit les protéger pour pouvoir vivre. Alors, on parle souvent, en effet, de cette mer Méditerranée qui est presque fermée, qui, je dirais pas qui disparaît, mais qui s'auto-détruit. Il faut être au plus près, évidemment, quand on nage, mais quand on ressort de ça, on a envie de le crier, on a envie de le montrer, on a envie de prendre les gens par la main en leur disant « mais c'est là, c'est en bas de chez vous ». De toute manière, on n'a pas le choix. Un explorateur, s'il doit faire les choses correctement pour être
j'allais dire professionnelle, il y a une phase de préparation, il y a une phase de réalisation, il y a une phase de restitution. Et la phase de restitution passe forcément par de la vidéo, un film, un livre, etc. Attends, excuse-moi. Pardon. Et donc, on est en train de travailler actuellement sur la phase de restitution. On va avoir un documentaire qui va sortir, qui mixe la partie environnementale, écologique, le défi sportif, mais également le défi scientifique, parce qu'on a collaboré avec le CHU de Grenoble sur la partie stress oxydant lorsqu'un corps humain est plongé dans un environnement hostile, mais également le laboratoire Wessling pour contrôler la qualité de l'eau à travers des boudins de cheveux. Les explorateurs, il y a plus d'un siècle, c'était les gens qui nous alertaient, qui nous disaient, voilà, il y a un passage au nord, on découvrait le monde. Et aujourd'hui, les explorateurs sont là, ce sont des avant-gardistes pour dire, le monde va mal. Comment on peut penser, la pollution est passée par là, mais comment on peut penser qu'il va falloir des dizaines et des dizaines de personnes comme toi qui répètent le message avant que ça soit entendu, pas seulement par les gouvernants, mais aussi par tout le monde. Pour moi, la solution passe par 3 entités très différentes. La première, ce sont les éco-citoyens, les gens, toi, moi, tout le monde. Ensuite, il y a les entreprises, PE, PME, multinationales, etc. Donc vraiment l'entreprise en tant que telle. Et enfin, les politiciens. Bon, les politiciens, j'ai mis ça de côté maintenant parce que j'ai l'impression qu'on va y passer l'année pour réussir à faire des choses. Les entreprises, c'est plus ou moins compliqué aussi. Et pour moi, il y a les éco-citoyens qui peuvent changer les choses. Donc on a vraiment une volonté et je vois que les choses changent depuis 2018 que j'ai mis en place le Tour de France à la nage où je me suis encore plus ancré dans la problématique des déchets, etc. J'ai vu un vrai changement, un vrai bouleversement. De plus en plus d'associations se sont créées pour militer, sensibiliser, etc. Donc on voit qu'il y a une vraie sensibilisation là-dessus. Les gamins que je rencontre dans les écoles sont tout de suite beaucoup plus alertes et des fois, même si je leur parle de certains sujets, j'ai l'impression qu'ils connaissent déjà. Donc on voit qu'il y a une vraie... rassurant. Mais complètement, et c'est génial. On se rend compte que les gamins vont même jusqu'à éduquer leurs parents, de dire papa, maman, balance pas ta clope, ça pollue 500 litres d'eau. Hein. Donc ils répètent des choses qu'ils ont forcément entendues quelque part. Et je pense que c'est le fait de marteler ça régulièrement que on prend conscience. Maintenant, combien de temps on va devoir faire combien de temps on va prendre pour le faire, je ne sais pas. C'est toujours problématique. L'être humain a toujours été quelqu'un à attendre. On a besoin d'être au pied du mur pour se rendre compte qu'on va se la prendre et qu'on puisse changer les choses. Ce qui est dommage, c'est que on connaît les conséquences, ou on en a juste les prémices, et ça va être de pire en pire. Il y a certains peuples qui auront aucune difficulté à supporter ce réchauffement climatique parce qu'ils vivent dans des contrées un peu plus froides et ce sera très bien pour eux pour le moment. Il y a des peuples qui subissent déjà le réchauffement climatique et ressentent ces effets là à l'heure actuelle. Donc ça va être des mouvements de population très importants, etc. Et malheureusement, on attend toujours le dernier moment pour que les choses changent. Il y a une forme de procrastination dans la décision. Demain, ça sera mieux. Demain, on le fera. Tu as rencontré donc, que ce soit des scolaires, mais aussi des associations, tous ces petits bouts d'espoir, de mobilisation, même si infime soit-il, si local soit-il. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon chez ces gens-là de dire quand est-ce qu'on se met tous ensemble, quand est-ce qu'on nous écoute? Ça, c'est une chose, mais que finalement, l'addition de toutes les bonnes volontés fasse une vraie chaîne. Moi, je pense que les gens sont très lucides sur ce que certaines personnes font, notamment au niveau du gouvernement, ou ne font pas. Ouais. Et je pense qu'ils ont conscientisé le fait que je fais ma part du travail. Et je fais ma petite goutte d'eau dans l'océan. Et je pense que beaucoup de personnes aimeraient bien que les choses évoluent encore plus vite, tout en gardant leur mode de vie. Et ça, c'est malheureusement pas possible. Il va falloir perturber tout ça pour qu'on puisse réussir à poursuivre un équilibre sur notre Terre. Alors, l'eau, on sait, c'est une ressource essentielle pour la vie. On peut moins manger, mais on ne peut pas se passer de boire. Tu as vu un fleuve, le Mékong, tu vois une mer. Est-ce que tu vois des similitudes dans la même...
pas la qualité de la pollution, mais dans l'approche des problèmes ou dans l'approche des solutions. Est-ce que tu vois les mêmes phénomènes d'une rive à l'autre? Je dirais que ce qui est très compliqué à imaginer, c'est que le Mékong, on est sur un fleuve d'Asie du Sud-Est qui irrigue 6 pays. La Chine jusqu'au Vietnam. Dans ces pays, on n'a pas des pays, certains ne sont pas des puissances mondiales. Ouais. Laos, le Cambodge, c'est des pays, je vais dire, émergents, mais qui peinent encore à l'heure actuelle. Donc leurs motivations ne sont pas du tout les mêmes. Et pour avoir rencontré beaucoup de populations au bord du Mékong et avoir échangé avec certaines personnes, eh bien, nous, notre vision de l'environnement, l'impact, etc., on arrive à le faire, on arrive à se projeter parce qu'on a le temps et on a l'argent. Je peux t'assurer, quand tu n'as pas la thune pour pouvoir nourrir femmes, enfants, eh bien, ta préoccupation, c'est qu'est-ce que j'ai comme argent pour pouvoir mettre de la nourriture dans l'assiette de mes enfants. C'est l'immédiateté, ouais. C'est le lendemain. Exactement. Et en fait, ce sont des gens qui se projettent à J+1, J+2. Nous, on arrive à faire année, voilà. Et on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Le bassin méditerranéen, c'est un peu la même problématique parce que il n'y a pas qu'un pays qui borde la Méditerranée. Il y en a des dizaines. Et chaque pays n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes règles sur l'environnement. Et donc forcément, nous on récupère, mais c'est pas méchant, les problématiques d'autres pays parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes environnementales. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'on se partage la même étendue d'eau et il va falloir faire avec. Donc les problématiques qu'on peut avoir d'un côté ou de l'autre sont, j'allais dire, plus liées à l'économie du pays, à la motivation des gouvernements de vouloir évoluer, etc. Et puis, d'une certaine sensibilisation de la population. En Asie, les gens ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Additionné au fait que ce n'est pas leur priorité, forcément on se retrouve à avoir un fleuve Mékong relativement chargé en déchets. Tu arrives dans le delta du Mékong au Vietnam, il y a des bras qui sont irrigués par le Mékong où tu vois rien. Enfin, la surface de l'eau n'existe plus. Il y a 30, 40, 50 cm de merde. Là-dedans, ça vit les serpents parce qu'il y a des rats. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de vie. Donc, il y a une vraie problématique. Et les gens, malheureusement, comme les poubelles attirent les poubelles, tu te dis, un papier de plus, ça ne va pas changer. Donc, on peut balancer. Vu du nombril européen, où on pense avoir les solutions, où forcément on est des pays développés, est-ce que lorsque tu parles du Mékong, lorsque tu parles de ce qui donc, paralyse aussi le futur de ces pays riverains du Mékong, est-ce que tu as l'impression que pour les gens c'est très loin, c'est très vertueux, on va pas dire un monde qu'ils ne toucheront pas, mais un monde très loin, alors que finalement le problème est aussi aux portes moins aigu, mais le problème est aussi aux portes de la France, du territoire métropolitain, et que les gens regardent ce qui se passe très loin sans... Alors bien sûr, beaucoup de personnes peuvent et vont jusqu'à critiquer les autres pays émergents ou en voie de développement, tout en oubliant qu'il y a 30, 40 ans, on faisait, je vais pas dire la même chose, mais les décharges à ciel ouvert, quand moi j'avais 7-8 ans, quand il fallait mettre de l'essence dans la mobilette quand on avait 10 ans, on prenait des clés qu'on piquait dans le garage de mon père et on allait dans les décharges et on démontait tout ce qu'on pouvait. On séparait la ferraille, l'aluminium, le cuivre pour aller au ferrailleur et récupérer 1 ou 2 litres. Donc à un moment donné, on peut pas critiquer les autres pays parce que les autres pays veulent également être émergents et veulent avoir le mode de vie que l'on a nous à l'heure actuelle. Ce qui est assez perturbant, et ça je l'ai vu lorsque j'ai mis en place des conférences dans les écoles, c'est que quand on montre aux gamins la misère ou les problématiques qu'il y a sur le fleuve Mékong, et que je leur explique qu'un déchet généré au Tibet peut tout doucement descendre le fleuve Mékong, alors maintenant un petit peu moins parce qu'il y a les barrages hydroélectriques, mais peut arriver en mer de Chine, par les courants faire peut-être 3-4 fois le tour de la Terre et se retrouver sur nos côtes françaises, etc. et venir souiller notre littoral.
Et là, les gamins, ils me regardent, mais le Mekong, c'est là-bas, tic, 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 tic. Mais comment ça peut revenir jusque chez nous? Et c'est pour ça qu'on a mis en place, depuis peu maintenant, on fait des collectes de déchets, mais mensuellement, on le fait tous les mois. Et on veut vraiment avoir un impact et on veut faire enfant par an pour qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait, à proximité de chez eux, ils peuvent avoir un impact positif sur l'environnement, mais à proximité de chez eux, c'est ça. Pointer du doigt une réalité qui est là, mais qui est là. Au bout et de en la fait, plage ou de la rue. voilà, et ils le voient. La dernière collecte qu'on a fait, on était 13, on était très peu, on était 13, on a marché 100 mètres, on a sorti 400 kilos sur une zone. Oui, c'était uniquement des parkings de voitures qui venaient se garer. Donc une zone industrielle où il n'y avait pas forcément toutes sortes de déchets. Et je leur ai dit, les déchets, on ne les voit jamais parce qu'on n'en fait pas attention. Quand on va commencer à chercher le déchet, vous allez en trouver, mais des quantités. On a ramassé 2 heures, 400 kilos. Et ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Je fais, mais ça, c'est une goutte d'eau. Je fais, c'est comme ça partout. Et c'est là où les gens se rendent compte que, eh bien, voilà, ces déchets-là peuvent effectivement venir aller dans la rivière de proximité, parce qu'ils vont se dégrader, devenir de la microparticule, peuvent se retrouver dans le cycle de l'eau, venir abîmer nos nappes phréatiques. Et malheureusement, ça peut revenir, eh bien, rapidement à notre robinet. Et là, ça touche les gens. Parce que, eh bien, c'est direct, c'est à eux, c'est chez eux. Tu as des feux qui se déclarent au fin fond de l'Australie parce qu'on a des feux de bouche, etc. Tu regardes ça à la tête, tu dis, ah là là, les pauvres, ça doit être dur. Mais c'est là-bas. Voilà, c'est là-bas. C'est pas grave. Mais quand ça te touche, toi, tout d'un coup, les gens prennent conscience de l'importance des choses. Alors, tu parles beaucoup de ce que tu dis aux scolaires et à la limite de cette attention qu'ils portent, et voire même peut-être de façon très concrète, ça leur... le visualise. Est-ce que pour les adultes que nous sommes, c'est plus difficile, ou tu as l'impression que les gens écoutent et se disent de toute façon on ne pourra rien changer parce que si mon voisin ne le fait pas et si le voisin du voisin ne le fait pas, voilà, ça démarrage. Mais... Il y a les deux camps. Ouais. Hein. Tu as des gens avec qui tu vas collaborer, tu vas mettre en place des projets, etc., de collecte, de sensibilisation. Et les gens seront les premiers à venir et seront ravis de le faire et comprennent pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et puis il y en a d'autres qui vont venir te voir et qui te regardent et disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah là, on est en train de ramasser des déchets. Mais ça sert à rien, puis c'est pas votre rôle, c'est voilà. Le rôle de la commune, etc. Donc il y a vraiment les deux écoles, les deux, et c'est des fois difficile parce que l'adulte a cette faculté de pouvoir biaiser par son regard ou par sa parole et de dire oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Ouais. Un enfant, c'est beaucoup moins vicieux en fait. Les enfants, ils sont très honnêtes, ils disent oui, non, mais ils sont très, très francs du collier et c'est ce que j'ai toujours adoré chez les gamins parce que ça va très vite. L'adulte est capable de te dire oui, mais en fait, ça lui passe au-dessus. Il compose entre le voilà, je sais pas si c'est le yin ou le yang, il y a une personne, une partie du cerveau qui dit on va le faire et l'autre qui dit on peut le faire plus tard. Voilà. Exactement. Mais on voit honnêtement qu'il y a quand même de l'amélioration et de plus en plus de personnes qui prennent conscience. Et le seul truc qui est dommage, et c'est ça qui m'a... je me rappellerai une fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai plus le média en tête, qui m'a dit est-ce qu'on peut vous interviewer parce que vous parlez d'environnement, d'écologie et vu que c'est quelque chose de très actualité, ça nous intéresse. Je lui dis mais de quelle actualité vous parlez ? Je fais, c'est pas une actualité. Je fais, il y en a, ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils en parlent déjà. Je fais, c'est une actualité parce que maintenant, ça devient une problématique. Je fais, mais ça, c'était des choses qu'il fallait en parler avant et faire bouger les choses bien avant. Et c'est toujours au dernier moment. Je fais donc, ça vous intéresse que je vienne parler parce que pour vous, eh bien, c'est juste pour nourrir un débat et c'est tout. Et c'est là-dessus où des fois, ça m'énerve parce que moi, ça fait que 14 ans que je fais ça. Il y en a d'autres, ça fait 30, 40 ans qu'ils essayent d'expliquer qu'il faut modifier les choses et il faut un peu écouter les scientifiques. Donc il y a eu cette traversée Calvi-Monaco, il y a la médiatisation et la communication qui est très importante, qui vont suivre sur différents supports. Bien sûr. Est-ce que ça donne une idée de ce qu'il y aurait encore à faire, d'un prochain projet Bien sûr, ah oui, complètement. À courte échéance, on va dire. Oui, bien sûr. Échéance peut-être, mais... Parce que... la partie scientifique qu'on a mis en place sur le Calvi-Monaco avec la société, la start-up clermontoise Capilum, qui a développé du paillage à partir des cheveux des personnes. Ils ont développé également des boudins parce que le cheveu a un pouvoir d'absorption relativement intéressant. Sauf qu'il manquait d'informations scientifiques, d'études à propos de ça. Donc c'est ce qu'on a fait pendant la traversée. Et on a relevé...
qu'on pouvait capter à travers les cheveux certains PFAS et perfluorés, c'est les polluants éternels qu'on a dans les plastiques. Et donc on en a retrouvé en petite quantité. Malheureusement, c'est pas suffisant pour en faire un cas d'étude complet, parce que eh bien, la mer Méditerranée est relativement grande et que notre information est diluée dans des milliards de mètres cubes d'eau. Donc on est en train de mettre en place un projet sur quelque chose de beaucoup plus restreint, un fleuve, et de voir si de la source jusqu'à l'embouchure, eh bien, on peut remettre en place une collecte d'informations avec les boudins de cheveux tous les soirs pour voir s'il y a une évolution des PFAS, par exemple, de la source jusqu'à l'embouchure, pour qu'on puisse mettre en place eh bien, des solutions, j'allais dire, en amont, parce qu'on le sait, 80% des déchets qui sont générés et qu'on retrouve dans les mers et les océans proviennent de la Terre. Exactement. Et donc, à un moment donné, les projets de collecte de déchets, etc., en pleine mer, c'est bien, il faut en avoir. Mais à un moment donné, si le robinet est ouvert... Voilà, c'est la fin du tuyau. Voilà, et on met juste le doigt au bout du tuyau, ça passera quand même autour du doigt. Donc à un moment donné, si on veut que ça stoppe, eh bien, il faut arrêter et fermer le robinet en haut, aller sensibiliser les populations, aller les éduquer, trouver... Et bien encore une fois, parce que l'écologie, c'est bien, mais ça passe uniquement parce qu'il y a un intérêt économique, et donc de pouvoir valoriser des déchets et d'apporter des solutions concrètes à des populations qui sont très implantées ou très reculées dans certains pays, pour leur expliquer que vous pouvez transformer ces déchets en valeur marchande, et là les gens se baisseront pour ramasser des déchets, parce qu'ils savent qu'ils pourront gagner de l'argent contre rémunération de chaque kilo de déchets ramassés. Donc là-dessus, il y a une vraie... Faut faire basculer dans une autre réflexion. Enfin, c'est ça. Encore une fois, pas une monétisation, mais une organisation très concrète de... Mais voilà, ce que je veux dire, une vraie valorisation du déchet qui, à l'heure actuelle, est pas si bien valorisé que ça. Il y a de l'enfouissement, il y a... Voilà. La France est un des pays qui a le plus de littoral. Oui. Voilà, en comptant les départements et les territoires ultramarins. Ça devrait conférer à la France un rôle majeur, un rôle leader dans la démarche. J'aime pas le mot lutte, mais dans l'exemplarité, ou je disais leader, dans un rôle d'initiateur. Est-ce que tu as le sentiment que... Je crois connaître la réponse, mais est-ce que tu as le sentiment que tout le monde en est conscient dans les différentes strates de décision en France? Je pense qu'ils en sont très conscients. Mais à un moment donné, il y a un intérêt économique de faire bouger les choses. Et donc, j'aimerais pas honnêtement avoir la place d'un président à l'heure actuelle, parce que il faut jouer sur plusieurs tableaux, économie, écologie, et trouver les compromis entre toutes les personnes. Donc effectivement, c'est loin d'être simple. Ce que je sais, c'est que le littoral français est loin d'être propre, et j'ai été très surpris de rencontrer un littoral chargé de déchets lorsque j'ai fait le Tour de France à la nage. Nord du Havre, tu as une décharge qui s'appelle Dolmar, qui est implantée là et qui est relativement importante. Je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais ils avaient comme projet de l'enlever lorsque l'ancien maire du Havre était parti en tant que ministre. Et on avait une grosse tempête en 2018 qui s'appelait la tempête Eleanor, qui s'était abattue sur les côtes françaises et qui était descendue du nord de la France pour aller rejoindre la pointe Bretagne, et avait ravagé une grosse partie du littoral et avait creusé cette décharge. Les ports de France, je ne sais pas comment on l'écrit port, si c'est P-O-R-T ou P-O-R-C, parce que je peux t'assurer que la plupart des plaisanciers il y en a beaucoup, ce sont des vrais ports, et qui ne respectent rien du tout. Ils font du dégazage, nettoient les moteurs, etc. Tu as de l'huile partout. On a un effet très naturel. Tu connais probablement les continents de déchets. Il faut savoir qu'en France, on a un continent de déchets au large de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, qui est dû à la marée. Quand on regarde le positionnement de la France et la marée, lorsqu'elle vient affecter les côtes françaises, lorsque la marée montante vient, elle vient s'éclater sur la pointe Bretagne. Oui. Une partie va monter vers le nord et prendre la Manche, mer du Nord, et l'autre va descendre le golfe de Gascogne. L'autre partie de la marée montante va venir s'éclater au niveau du Portugal, puis s'appuyer sur le nord de l'Espagne et rentrer à l'intérieur. Les deux courants vont se rejoindre, celui qui vient du golfe de Gascogne et celui qui vient de Finistère, Cap Finistère. Voilà, les deux se rejoignent au large de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, et là tu as toutes sortes de déchets qui tournent en rond, de morceaux de plastique de plus ou moins grosse taille au large de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz.
Et puis ensuite, quand tu fais la mer Méditerranée, c'est encore un autre débat parce que là, on n'a pas que la France et Monaco et l'Italie, qui sont sur le littoral. On a d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes environnementales. Et tout ça, ce sont que des déchets que j'ai vus visuellement. Oui. Et je te parle pas de toute la pollution qui est liée, par exemple, aux conteneurs qui sont à la dérive, ou alors toutes ces petites larmes de sirène qu'on retrouve facilement sur le littoral lorsqu'on fait un petit carré de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, 1 mètre cube, et qu'on vérifie ce qu'il y a à l'intérieur, où on a une très grosse quantité de larmes de sirène qui provient de conteneurs qui sont à la dérive et qui s'éclatent sur les côtes et qu'on retrouve effectivement sur notre littoral. Le livre va bientôt sortir. Le documentaire, j'invite tout le monde à le regarder lorsqu'il sera diffusé. S'il y avait quelque chose, une autre voie pour communiquer, ça serait quoi? Parce que là, tu arroses à peu près tout ce qui se fait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je sais pas. Ça serait de rentrer plus dans la politique. Pour moi, c'est une autre façon de pouvoir attaquer et de trouver des vraies solutions. Et ensuite, il y a la voie, j'allais dire, alors c'est pas forcément attaquer, mais c'est donner du poids à ton discours. C'est la partie scientifique et c'est ce qu'on fait de plus en plus maintenant. Parce que Rémi Camus, ancien maître d'hôtel dans la restauration, qui ouvre sa bouche pour parler de la pollution, etc., tout le monde s'en fout. Faut parler fort. Ouais, alors faut vraiment parler fort. J'ai une bonne voix, je sais parler fort, mais à un moment donné, on peut s'extasier, ça marchera pas. Par contre, quand on a des rapports, quand on a un support qui provient d'un laboratoire, d'une entité scientifique, tout d'un coup, c'est pas que Rémi qui parle, c'est Rémi accompagné d'un laboratoire, d'entités, etc. Et donc, on a plus de poids pour pouvoir avancer et faire évoluer les choses. Mais je pense qu'il y a un autre combat qui se joue effectivement sur la partie politique et énormément d'acteurs, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Enfin, je parle d'acteurs, oui. Pas de personnes qui passent sur le petit et grand écran, mais de personnes qui s'impliquent énormément dans la politique pour faire bouger les choses. Parce que le monde des scientifiques, qui lui est focus sur ses recherches, a aussi besoin de porte-parole, a besoin que je dis pas que c'est pas leur métier, mais c'est pas non plus leur spécificité de savoir prendre la parole, de savoir communiquer. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, c'est un tout. C'est deux mondes qui s'associent. Enfin, deux mondes. C'est deux forces qui s'additionnent. Complètement. Les laboratoires avec qui je collabore, ils sont ravis, ils me disent, mais pour nous, ça nous fait une forme de communication et ça appuie notre message sur ce qu'on essaie de véhiculer par rapport à un environnement qui peut être impropre pour une activité humaine, pas pour nous, pour la vie sur Terre. Et on est ravis de pouvoir collaborer avec toi parce que tu nous apportes cette crédibilité au travers de tes défis, etc. Pour finir, au début de 2024, il y a quelque chose, un message à répéter, à redonner, et il y a un objectif à court ou moyen terme dans l'année? Alors, on va essayer de mettre en place ce défi sur un fleuve pour, on va dire, septembre-octobre 2024. Ça, c'est vraiment important de pouvoir poursuivre le combat là-dessus. Et après, le message, il n'y en a pas qu'un, c'est faire son action du colibri, même si ça paraît dérisoire, c'est vraiment une chose très très importante de se dire, j'ai fait ma part du travail, je sais que je ne peux pas sauver le monde, mais je fais ma part du travail. Effectivement, si on commence à regarder les autres pays, etc., on se dit toujours, ça va être impossible, mais j'ai fait ma part du travail. Ça, c'est très important. Et je dirais sur quelque chose de beaucoup plus personnel, sur les êtres humains, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent. À côté, je fais beaucoup d'interventions et beaucoup de personnes manquent de confiance en eux. Et je leur dis, vous avez le droit de sortir de votre zone de confort et vous avez le droit de le faire et de vous challenger. Et vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Chacun son Everest. Et c'est très important parce que c'est ce que j'essaie de véhiculer à travers plein de messages, même au niveau des écoles, sur les enfants. Je leur dis, mais lancez-vous, réalisez vos rêves, foncez, vous pouvez y arriver. Et c'est très important. Donc je souhaite que les gens, pour 2024, puissent relever leurs défis. Jouer alors. Exactement. Merci beaucoup Rémi. Merci Étienne. Et bonne année. Exactement. Merci à toi.